Le père de maman lui a dit « Écoute, je te donne la clé de la maison, on ne sait jamais ce qui va arriver, garde la clé dans ta poche. » Et ils ont commencé à passer la ligne de démarcation. Elle a demandé à être à l'avant et c'était plus dangereux. Mais elle ne voulait pas être avec ses parents et c'est à ce moment-là que son père lui a donné la clé de la maison. Et cette fois-ci, les Allemands sont arrivés par l'arrière. Donc tout le groupe qui était en arrière a été attrapé et tout le groupe qui était en avant, tous les gens se sont éparpillés. Ariane Pifko et Yael Pressman-Khalami, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes les filles de Bambi et Manitou et vous allez nous raconter l'histoire très peu connue de votre maman qui a été rescapée de la Shoah. Elle est née à Paris, dans le 18e, de parents polonais. Elle avait un frère aîné et elle a vécu toute sa vie à Paris. Enfin, jusqu'à ce qu'on fasse notre alia en 68. Alors, pendant la guerre, donc, j'imagine qu'ils étaient en France. Ils habitaient dans le 18e, c'est ça ? Dans le 18e, son père avait un salon de coiffure et ils habitaient à l'étage au-dessus. C'était la rue du Ruisseau, au numéro 18. Les parents étaient des juifs complètement assimilés. Ils sont venus avec... Il y avait une partie de la famille des parents qui sont venus. On n'a jamais connu, bien sûr, parce que tout le monde a été déporté. Donc, ils habitaient et ils vivaient leur vie, une vie de gens qui travaillaient, dur. Ils parlaient à peine français, les parents. Mais les enfants ont été éduqués comme des petits Français. École de la République, l'école laïque, normale. Au début de l'occupation, le salon de coiffure de son père a été attrapé. Et c'était un Allemand qui le gérait et son père travaillait comme employé. Pour l'allemand ? Pour l'allemand, dans son propre salon de coiffure. Et je ne me rappelle plus quelle année, en 1943, son frère a été attrapé pendant une rafle et envoyé à Drancy. Et les parents ont compris qu'il fallait quitter Paris. Et ils ont payé un passeur pour passer de l'autre côté de la zone en zone libre. Oui. Donc, ils étaient tout un groupe. Et normalement, il y a une partie qui était vers l'arrière et une partie vers l'avant. Normalement, les Allemands, ils attrapaient les gens par l'avant. Et à ce moment-là, quand il y a eu tout un groupe, c'était tout un groupe, ils n'étaient pas tout seuls. Il y avait tout un gros groupe et il y avait 2 passeurs, un à l'avant, un à l'arrière. Le père de maman lui a dit « Écoute, je te donne la clé de la maison, on ne sait jamais ce qui va arriver, garde la clé dans ta poche. » Et ils ont commencé à passer la ligne de démarcation. Elle a demandé à être à l'avant et c'était plus dangereux. Mais elle ne voulait pas être avec ses parents et c'est à ce moment-là que son père lui a donné la clé de la maison. Et cette fois-ci, les Allemands sont arrivés par l'arrière. Donc tout le groupe qui était en arrière a été attrapé. Et tout le groupe qui était en avant, tous les gens se sont éparpillés. Mais comme elle était assez jeune, le passeur lui donnait la main. Donc il a couru avec elle. Et ils se sont retrouvés tous les deux tout seuls. Il lui a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Elle lui a dit « Je veux rentrer à la maison à Paris. » Et il l'a ramenée à la maison à Paris. Et pendant 1 an, elle a continué à vivre dans l'appartement de ses parents. Elle allait à l'école. Les voisins, il y avait surtout une famille qui s'occupait d'elle, qui lui donnait à manger. Elle vendait ce qu'elle pouvait vendre de la maison pour avoir un peu d'argent. Et à l'école, elle avait une maîtresse qui a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui l'invitait aussi chez elle pour manger de temps en temps. Elle savait qu'elle était juive ? Elle savait qu'elle était juive. Elle portait l'étoile ? Elle portait l'étoile à l'école. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, on a toujours l'étoile de maman. Et je me souviens de la première fois où je suis sortie avec cette étoile. Il fallait qu'on la porte constamment. J'étais à la fois très fière, je marchais d'un bon pas, mais en même temps très très inquiète et en regardant quand même autour de moi la réaction des gens. Et cette maîtresse a pris contact avec une assistante sociale, je crois, de la mairie. Je crois qu'elle a pris contact avec une autre assistante sociale qui était en contact avec les EI, avec les
les scouts. Et c'est comme ça qu'après, en septembre 1943, il y a eu un bombardement très massif à Paris. Et le 18e a été très touché. Et ils l'ont proposé à maman qu'elle sorte de la maison et qu'elle aille vivre dans une maison d'enfants juive. Bien sûr, elle a accepté. Alors, elle avait des nouvelles de ses parents en 1943 ? Aucune nouvelle. Aucune nouvelle, rien du tout. Elle savait rien du tout. Elle savait rien. Elle vivait sa vie de petite jeune fille, orpheline, parce qu'elle était, pour l'instant, elle était sans ses parents. Et elle n'a jamais su, jusqu'à assez longtemps après la guerre, elle n'a jamais su, elle a toujours gardé espoir, elle n'a jamais su ce qui leur était arrivé. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à écrire ou c'était un peu avant ? Et je pense que c'était déjà à la maison d'enfants. Elle a commencé, à Paris, à écrire. Et alors elle écrivait, d'abord elle avait une écriture impeccable, elle écrivait très bien avec un porte-plume. Et elle écrivait avec beaucoup, beaucoup de détails. Et je pense que c'est ça qui l'a tenu, c'est-à-dire s'accrocher aux petits détails de la vie. Son journal, elle l'appelait Toto. Cher Toto, et elle écrivait l'heure, 7h17. Donc elle s'est vraiment accrochée aux petits détails. À mon avis, c'était pour survivre, justement. Et alors à un moment, ils ont eu des renseignements, comme quoi il allait avoir une rafle sur cette maison d'enfants. Et elle a été évacuée dans une famille, chez une famille de paysans, des vrais pecnos français. Ils s'appelaient les Legros. Et dans un petit bled dans la Marne, qui s'appelait Vers-la-Gravelle. Et à ce moment-là, elle est restée cachée avec une autre amie qui était dans une autre famille dans le même village. Personne ne savait qu'elles étaient juives, avec des faux papiers qui ont été faits par cette fameuse assistante sociale qui s'appelait Micheline Belair, qui travaillait à la mairie et qui a produit des faux papiers à beaucoup d'enfants juifs. Les faux papiers ont été produits par la 6e. La 6e, c'était un département des EI qui s'occupait de faire les faux papiers et d'envoyer les enfants, les dispatcher dans des familles ou dans des endroits, mais sous faux nom. Et maman s'appelait André Payen. Quand ils sont arrivés, on leur a demandé dans quelle famille elle voulait être. Alors, elle était avec une amie qui était plus jeune qu'elle, qui s'appelait Jacqueline Honigman. Et Jacqueline voulait une famille avec des enfants. Elle s'est dit, ça doit être sympa d'être avec... Et ils l'ont mis dans une famille avec des enfants et c'était la bonne à tout faire et elle a beaucoup souffert là-bas. Et maman a dit, non, moi je préfère une famille où il n'y a pas d'enfants. Donc elle est arrivée chez ces Legros. Personne dans le village ne savait qu'elles étaient juives, à part le curé, donc elle devait aller à la messe et à l'église. Et le monsieur Legros, il était à la Résistance. Donc lui, il se cachait d'elle. Et elle se cachait de lui. Il n'y a que le curé qui savait. Ces braves gens de Legros, ils faisaient pas ça gratuitement, bien sûr. Ils recevaient une pension pour maman. Donc, à un moment, la pension a arrêté d'arriver. Elle n'est plus parvenue aux Legros. Et donc, les Legros, ils ont commencé à faire la tête. Et maman et Jacqueline se sont dit, il est temps de partir. Jacqueline était plus jeune de 4 ans. Maman devait avoir 16 ans à peu près. Une autre petite anecdote que maman nous a racontée. Les confitures, je raconte. C'était en été, donc ils ont fait la cueillette de je ne sais pas quoi, ce que c'était. Et il fallait faire les confitures. Et ils se sont dit, mais nous, on ne sera pas là pour manger les confitures. Eh bien, ils ont fait pipi dans les confitures avant de partir. Elles étaient très chauvavotes. Elles étaient très, comment on dit, chauvavotes. Espiègles. Oui. Par exemple, maman raconte que chacun dans le village avait un rôle. Et les Legros partageaient le fromage. Chaque famille avait le droit à une partie de fromage d'après le nombre de personnes dans la famille. Et maman, elle racontait qu'à chaque famille, elle enlevait un tout petit peu, puis à la fin, elle restait avec un petit bout de fromage pour elle. Ouais, elle était maline. Oui. Quand elles ont décidé de rentrer à Paris, c'était en juin 1944. Elles ont fait du stop avec une autre copine qui était dans le même village. Et elles sont rentrées à Paris. Elles ont arrêté un camion d'Allemands qui les a ramenées à Paris. Incroyable. Je pense qu'elle est retournée chez elle, ou alors elle était dans une maison, l'école rabbinique de la rue Vauquelin.
On ne sait pas très bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce qu'il faut dire que maman a toujours été très discrète. Elle ne nous a jamais rien raconté. Tout ce qu'on sait de son histoire, c'est le témoignage qu'elle a fait des années plus tard, quand la dame qui avait la Micheline Belair, qui est la fameuse Micheline Belair qui avait procuré les faux papiers, elle a fait un processus pour lui donner le Chassidei Omot HaOlam, les justes des nations. Et donc, elle a écrit un témoignage. Et c'est à ce moment-là que nous, les enfants, on s'est rendu compte auprès de qui on vivait, en fait. On ne la connaissait pas, on ne connaissait pas son histoire, on ne connaissait pas sa jeunesse. Elle ne nous a jamais rien raconté. Ça a changé votre regard sur elle? Non, parce qu'on savait, pour nous c'était maman. Pour nous, c'est toujours, je ne sais pas si pour tous les enfants c'est comme ça, mais pour nous, maman, c'était quelqu'un c'était notre protection, c'était notre refuge, elle était très très forte, elle était très saine d'esprit, très forte. Elle vivait auprès de quelqu'un qui n'a pas toujours été facile et elle n'a jamais montré de faiblesse, jamais. Alors comment la guerre s'est terminée pour elle et à partir de quand elle a eu des nouvelles de son frère et de ses parents? D'abord, elle a été tout de suite formée comme assistante sociale parce qu'il n'y avait plus personne et il fallait aider les gens qui revenaient. Moi, j'ai été 2 fois sauvée. Une première fois sur la ligne de débarcation, une deuxième fois quand on m'a sorti de cette maison d'enfants pour me cacher, j'ai échappé aussi à la déportation. Et c'est en fait pour ça que je m'étais dit que si je reste en vie, je devais aider les autres. Et c'est en fait pour ça que je suis rentrée dans l'école d'assistante sociale pour pouvoir aider les autres et donner aussi quelque chose de moi-même. Donc elle a été formée comme assistante sociale et elle allait à l'hôtel Lutetia pour les gens, pour les aider, mais pour elle aussi. Tous les jours ou toutes les semaines, elle allait voir à l'hôtel pour voir si quelqu'un revenait. Quand elle allait au Lutetia, elle était déjà mariée avec papa. Et dans son témoignage, elle dit que si elle a tenu le coup après la guerre pour accepter l'idée que ses parents ne reviendraient jamais, c'est grâce à mon père, c'est grâce à papa. Il l'a beaucoup soutenue, il était avec elle, il allait souvent avec elle vérifier les listes et c'était pour elle un énorme soutien. Elle espérait toujours? Toujours. Elle a raconté quelques années quand il y a eu le film de Lanzmann, Shoah. Je crois que ça a été après le film, ils ont continué à prendre des témoignages. Et elle a été enregistrée. Et elle a raconté que pendant des années, elle a compris que ses parents ne reviendraient pas, mais elle attendait tout le temps. Ça lui a pris beaucoup d'années à comprendre que... Ils avaient été exterminés? Oui. Elle a su? Elle a su et elle a su même le numéro du convoi dont ils ont été envoyés à Auschwitz avec son frère. Parce que quand les parents ont été attrapés, ils ont été donc, je ne sais pas si c'était à Drancy, ou je ne sais pas où, mais ils ont rencontré leur fils. Et ils ont été envoyés dans le même convoi à Auschwitz. Et personne n'est revenu. Pour moi, en tant que jeune, c'était difficile. Le Yom HaShoah à la maison, c'était on ne pouvait ni allumer la télé, ni rien du tout. Maman rentrait dans son lit et elle sortait le Motsei Yom HaShoah. Elle ne regardait rien? Rien. Et vous n'aviez pas le droit de regarder, vous non plus? Non, je me rappelle, c'était une journée très triste à la maison. Mais elle ne nous parlait jamais. Elle ne nous a jamais parlé. Plusieurs années après, longtemps après, elle est allée à Auschwitz avec une amie à elle. Et on lui a acheté un très beau cahier. On lui a dit « Maman, écris pour qu'on sache, raconte-nous ». Le cahier est revenu vide. Elle n'a jamais écrit. Et tout ce qu'on sait, c'est grâce au témoignage qu'elle a donné, mais que beaucoup d'années après. Maman, c'était une femme exceptionnelle. C'est fou que cette histoire ressorte aujourd'hui. C'est parce que vous venez de découvrir ces carnets aussi où elle a raconté cette histoire? Les carnets, on les avait. Maman écrivait son yoman et Jacqueline aussi écrivait un yoman. À la fin de la guerre, elles se sont dit, si chacun de nous garde les yomanim, on va les jeter parce qu'on ne voudra pas se rappeler de ce qui s'est passé. Alors elles ont décidé d'échanger les yomanim. Maman a pris les yomanim de
Jacqueline, et Jacqueline a pris les yomanim de maman. Après beaucoup d'années, elles se sont redonnées les yomanim. Donc, quand maman est décédée, on avait entre la paperasserie et toutes les photos et tout, on a trouvé ces yomanim. Ça fait bien une dizaine d'années. Mais on a essayé de les lire. Pour moi, c'était trop difficile. J'arrivais pas. Mes Prinarikshit, j'arrivais pas. Alors moi, je les ai lus et puis c'est très émouvant parce que dans ces carnets, elle raconte, comme je disais, les plus petits détails de la vie. Elle collait des photos, des tickets de métro, des fleurs séchées, toutes sortes de choses. C'est vraiment des carnets vivants. Et ça racontait exactement dans le plus petit détail, l'ambiance de la guerre, mais aussi jamais sans se plaindre, sans dire, sans insulte envers les Allemands, rien. Elle parle de ses parents dedans ? Elle ne parle pas de ses parents. Jamais ? Non. Elle vous en a jamais parlé à vous ? Jamais. Jamais. Pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de faire un peu sortir, émerger ces carnets pour le grand public ? C'est grâce à une très bonne amie à nous, qui s'appelle Béla Bélange, on lui a parlé de ces yomanim, mais elle a dit, mais écoutez, c'est un truc historique, il faut pas le garder dans la famille, il faut que ça soit connu. Et elle les a pris, et elle a commencé d'abord à les transcrire, parce que c'est écrit à la main, et c'est beaucoup de travail. Et elle a eu l'idée de le proposer à Yad Vashem. On est allé à Yad Vashem ont tout scanné, et on va essayer de les faire publier. Ça coûte très cher. Alors on va voir ce qu'on peut faire. On essaye de trouver des solutions pour réussir. Et je pense qu'à la fin, les yomanim aboutiront à Yad Vashem, parce que ça fait quand même beaucoup d'années, et le papier, c'est très, très délicat. C'est comme le journal d'Anne Frank. Maman a vécu la guerre, surtout dans les yomanim. Ce qu'elle raconte, c'est sa vie au village. C'est moins ce qu'elle a vécu un peu. Elle a continué un peu après, quand elle est rentrée à Paris. Elle raconte un peu ce qui s'est passé quand elle est rentrée à Paris, mais après, elle a arrêté. Donc, c'est le point de vue d'une jeune fille qui était toute seule, sans savoir ce qui se passait avec ses parents. Mais quand même, elle avait à manger. Elle s'est débrouillée, oui. Et il y a beaucoup de lettres de ses amis qui étaient à Paris, qui lui demandaient d'envoyer de la nourriture à Paris, parce qu'à Paris, il manquait de la nourriture. On aimerait bien faire publier ces yomanim. On espère que Bezrat Hashem, on y arrivera. De raconter sa souffrance aujourd'hui, Yom HaShoah, ça vous fait quoi ? C'est important pour nous que les gens savent ce que des enfants ont passé et ce qu'elle a pu reconstruire une famille après, une tellement belle famille. Et c'est Am Israël. Je ressens exactement la même chose. Et voilà, on dit toujours qu'on a vécu auprès de parents assez exceptionnels. Pour nous, c'était notre père et notre mère, je veux dire. On ne voyait pas les personnes qui étaient un peu extraordinaires. Pour nous, c'était simplement nos parents. Et de lui rendre hommage aujourd'hui, ça vous touche? C'est important pour vous aussi? Oui, c'est important. C'est important aussi, comme Ariane a dit, c'est important de savoir que les gens sachent que c'est vrai, aujourd'hui, on a beaucoup de souffrance. Et à ce moment-là aussi, il y a eu beaucoup de souffrance. Et c'est Am Israël. Écoutez, nous, dans la famille, on a beaucoup de soldats. Et grâce à Dieu, maintenant, c'est eux qui nous défendent. On n'est plus tout seul. Et c'est grâce à nos parents qu'on est là et on continue. Et même dans ce temps de guerre qui n'est pas facile, on sait qu'on gagnera et on continuera. On vit une situation très difficile, mais pas autant que c'était pendant la guerre mondiale. La Shoah, c'était pire. Et grâce à Dieu, on a un pays, on a des soldats. Et Beyachad Nenatzer. Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura. La journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme. Que la mémoire de ceux qui ont été exterminés soit bénie et éternelle.